La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute Vos histoires de l'art. Il y a quelques semaines, à Paris, dans le centre d'accueil de la Mie de Pin, dans le 13e arrondissement, se tenait une exposition intitulée « Talents cachés ». Organisée par l'association Filia, elle regroupait plus d'une centaine d'œuvres d'art réalisées par des détenus, venant d'une dizaine de centres pénitentiaires d'Île-de-France et de ses alentours. Le but, c'est de donner la possibilité à ces hommes et ces femmes en détention de pratiquer une activité artistique pour les aider à mieux vivre leur quotidien et surtout à préparer leur réinsertion. Dans cet univers d'enfermement, l'art leur apparaît alors comme une évasion. C'est François Charon, commissaire de cette exposition, qui m'a reçu et fait la visite. Ancien banquier d'affaires, il offre aujourd'hui aux détenus qu'il rencontre en prison un terrain d'expression et un objectif, avec cette opportunité de participer à l'exposition Talents cachés. Sur place, j'ai également rencontré un des exposants, son pseudo, John Lerun. Sorti de détention il y a quelques mois, le temps qu'il a passé en prison a pour lui été l'occasion de se reconnecter avec un besoin créatif qu'il avait depuis l'enfance, mais qu'il avait mis de côté pendant plusieurs années. Aujourd'hui, puisqu'il est également passionné et féru de physique quantique, il se dit chercheur artistique. Mais je ne vous en dis pas plus, il parlera de sa vie et de son œuvre beaucoup mieux que moi. En tout cas, cette formidable initiative de développement de la culture en milieu carcéral permet aussi aux visiteurs de cette exposition de retenir une leçon. Qu'il s'agisse des êtres ou des œuvres, ne surtout pas les juger trop vite, avant d'avoir écouté leur histoire. C'est une initiative qui remonte à 25 ans, avec le soutien toujours de l'administration pénitentiaire. François Charon, commissaire de l'exposition Talents cachés. Au travers de ces œuvres, nous essayons de montrer quelque chose de beau de la part de personnes qui ont fait des mauvaises choses. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est de redonner une certaine dignité à ces personnes. Nous faisons une sélection en prison des œuvres. Nous les rencontrons et nous les faisons parler sur leur art. On ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait, c'est pas notre affaire, mais pourquoi ils font ces œuvres et comment ils les font. Et très très souvent, lorsqu'ils parlent de leur travail, ces personnes ont les yeux qui pétillent. Donc c'est vraiment quelque chose qui les fait revivre quelque part. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nombre d'entre ces personnes ont souvent perdu le respect d'eux-mêmes. Ils ont perdu le respect de la société, bien sûr, mais ils ont perdu parfois aussi le respect de leur famille. C'est un moyen pour ces personnes de se réhabiliter à leurs propres yeux. Ce qui fait d'ailleurs qu'un certain nombre d'œuvres ici qui sont exposées sont des œuvres qui ne sont pas à vendre. Parce qu'en fait, les personnes détenues les destinent à leurs amis ou à leur famille. Voilà, pour montrer aussi à leurs familles qu'ils sont capables de faire du beau et du bien. Voilà. Et dans leur esprit, le fait de se dire que leur œuvre va être à l'extérieur et va être vue par des gens, c'est une vraie forme d'évasion pour eux. Et tout à fait, légal, absolument. Parmi les profils de détenus qui sont exposés ici, ce sont des détenus qui faisaient déjà de l'art avant ou qui sont mis à faire de l'art en prison? Alors la plupart ne faisaient pas d'art avant. Il y en a même certains qui ignoraient complètement ce que c'était que l'art. Alors au début, c'est peut-être une activité occupationnelle, si vous me permettez ce mot, un peu barbare, mais pour certains, ça devient complètement addictif. Certains passent des heures et des heures dans leur cellule à peindre. Alors, il faut savoir, c'est que ici, nous exposons principalement des œuvres réalisées par des détenus de longue peine. Comme ils travaillent dans leur cellule, il faut qu'ils soient seuls. Donc les longues peines sont seules. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des courtes peines sont à plusieurs dans des cellules. Donc ces gens-là ont travaillé chez eux, dans leur cellule, et donc quelque part, pour eux, c'est un moyen de penser à autre chose que cet univers complètement clos dans lequel ils vivent. On en connaît certains qui sont en prison depuis 16 ans.
que faire quand on est entre quatre murs, enfermé pendant des années, des années, des années, si on n'a pas une activité, quelle qu'elle soit. Alors, dans certaines prisons, il y a des ateliers d'écriture. Et même dans certaines prisons, on peut faire du théâtre, on peut faire de la musique, etc. Alors, des fois, on a la remarque de visiteurs qui connaissent mal l'univers de la prison et qui disent « Mais alors, c'est le Club Med en prison ». Non, la prison, c'est pas le Club Med. Il m'arrive de donner des cours en prison dans une autre association. Quand on passe 3-4 heures dans cet univers clos, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir, hein, c'est sûr. Donc, je veux dire, la punition, elle est là. Hein. Mais voilà, c'est un moyen de s'occuper l'esprit. C'est aussi pour eux le moyen de rêver à quelque chose. Un paysage, ça peut être un visage de femme, ça peut être... tout devient possible. Et puis on peut voir certaines évolutions de certaines personnes, en tout cas, au fil du temps. Il y a ici un tableau qui est un tableau que je qualifierais de bisounours, qu'on appelle l'arbre à cœur. Je connais le détenu. C'est un détenu que j'ai vu il y a 2 ans dans une prison de la région Île-de-France, qui avait commencé à peindre et qui avait peint des choses très très sombres, et notamment une sorte d'arbre tout noir, composé de kalachnikov, et au-dessus de cet arbre, il y avait une petite fille en rose. Et en fait, ce détenu m'expliquait que il avait fait des choses terribles, il avait manipulé les kalachnikov, donc puis il y est pour quelques années, donc il y a sans doute eu crime de sang. Donc il vivait dans le mal, et il a eu une petite fille, et ça a transformé sa vie. Il a compris qu'il y avait peut-être autre chose que les kalachnikov dans la vie, et notamment sa petite fille. Donc il le traduisait dans ces tableaux très obscurs, et vous voyez, 2 ans après, il fait un tableau où on voit, c'est très coloré, un arbre avec plein de cœurs, et une petite fille qui, avec son filet, capte les cœurs qui s'envolent. Donc, à travers sa paternité, ça traduit une vraie évolution. Donc l'art peut transformer. Voilà. Mais en tout cas, pour certains, le projet sur lequel on les fait travailler leur donne un espoir au moins. Votre activité associative, est-ce qu'elle vous donne foi en l'humanité, ou est-ce que c'est désespérant à la fin? Oui, c'est toujours une très très bonne question. Moi, je crois en l'homme. Alors donc, je veux dire, je crois en la perfectibilité de l'homme. Donc, sans ça, je ne ferais pas ça. Hein. Le fait que ces gens, un jour, vont ressortir de prison, autant qu'ils sortent avec du beau dans leur tête, avec le sentiment qu'ils sont capables de faire des belles choses, de faire le bien. C'est pour moi, ce sera le succès. Vous savez, quand vous faites de la prison, vous payez. Hein. L'enfermement, c'est très 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 dur, c'est une grosse punition. Donc voilà, il faut donner sa chance, et si nous contribuons à redonner un peu d'espoir aux gens, un peu de dignité, tant mieux. Monsieur Charbon, c'est monsieur. Rencontre avec John Lereune et sa passion pour l'histoire de l'art et la physique quantique. Bonjour. Enchanté. On est face à votre œuvre. Est-ce que déjà on peut commencer par la décrire rapidement? Oui. C'est un modèle d'univers à 5 dimensions proposé par Advali, Gabadadze et Porati en l'an 2000. Qui sont ces... Moi, je suivais les cours de Françoise Combe du fait de mes recherches en physique quantique pour mes travaux artistiques, parce que je me considère comme un chercheur artistique en physique quantique, pas un artiste. Pour moi, c'est aux autres de dire si je suis un artiste ou pas. Moi, je ne vais pas me considérer comme. Mais en attendant, ça, c'est sûr que je suis un chercheur artistique en physique quantique. Donc, je suivais les cours de Françoise Combe au Collège de France. Et dans un de ces cours de 2015 qui parle de l'énergie noire, parce que l'énergie noire aussi, ça m'intéresse, en termes de représentation artistique, pour trouver des nouvelles formes et des nouvelles choses à représenter artistiquement, en fait. Parce que moi, j'ai envie de sortir de l'art contemporain. Pour moi, par exemple, pour vous donner une idée,
Quand j'étais petit au XXe siècle, je pensais que les voitures elles allaient voler au XXIe siècle. Et là, je me rends compte que c'est les politiciens qui volent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit digne d'être humain, des êtres humains doués de cerveau, quoi. Réfléchir sur la physique quantique, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, dans la mesure où il y a 5% de l'univers qui nous est connu. Les planètes, les galaxies, l'univers, il n'y a que 5% qui nous est connu. 95% qui nous est inconnu. Je veux dire, on commence quand ? Quand est-ce qu'on commence ? Moi, j'ai envie de renouer avec les artistes anciens, les illustres, ceux qui avaient recours à la science, notamment les artistes hollandais ou encore Léonard de Vinci, qui s'intéressaient à beaucoup de domaines dans l'univers des sciences et qui retranscrivaient ses connaissances dans sa pratique artistique. Et ça a eu pour but de donner une autre vision du monde, de faire connaître un nouveau monde à ses contemporains. Et tu sais, on a appelé cette période la Renaissance, c'est pas par hasard. Je sais que Saint-Simon, il disait que la société devait être dirigée en fait par les industriels, les savants et les artistes, qui devaient travailler et collaborer à une société nouvelle et donner des impulsions, donner des directions. Et donc moi, c'est ça que je veux à travers la physique quantique dans l'art, c'est de vraiment donner une impulsion intellectuelle. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi, que l'encéphalogramme de l'art, il est plat, quoi. Je voudrais tourner la page de l'art contemporain. C'est ambitieux, ça ? Ouais. Et en proposant la peinture quantique ou l'art quantique. Et je milite même pour la création d'un département des arts scientifiques, où il y a des artistes qui auraient une appétence scientifique et des scientifiques qui auraient une appétence artistique pour qu'ils travaillent ensemble pour créer de nouvelles formes. Et donc c'est pour ça que moi je me suis intéressé à ce modèle d'univers à 5 dimensions que j'ai récupéré du cours de Françoise Combe, qui n'a pas été retenu dans l'accélérateur de particules, parce que malheureusement la supersymétrie n'est pas apparue, mais que moi j'ai recyclé artistiquement pour, d'une part, à quoi ça ressemble le monde quantique, parce que c'est quand même le monde de l'infiniment petit, donc on sait vraiment pas grand chose. Là pour moi je considère qu'on est dans la saison 2 du quantique. La saison 1 c'était avec Einstein, Heisenberg et Bohr, tout le XXe siècle dernier. C'est bon, on sait que le photon c'est à la fois une onde et une particule. Maintenant, j'ai envie de siffler entre guillemets la fin de la récréation et passer vraiment à la saison 2 du quantique. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai envie de m'intéresser à ce thème-là de la physique quantique, qui est certes extrêmement complexe, mais moi je fais le travail de compréhension et ensuite de démocratisation à travers l'art. Et pourtant je suis nul en maths. Et je vous sors mes bulletins de classe là au collège, j'étais absolument nul en sciences. Vous dites que vous étiez nul en sciences au collège, mais à vous écouter depuis quelques minutes, j'ai l'impression, et c'est pour reprendre un terme physique, votre cerveau est en fusion. Absolument. Moi, j'ai trouvé une copine à mon cerveau, comme je dis souvent, et c'est la physique quantique. Qu'est-ce que c'est la physique quantique ? En 2 phrases. C'est les lois qui régissent le monde de l'infiniment petit. C'est-à-dire que c'est les lois qui disent comment, même si c'est contre-intuitif, comment les particules se comportent dans le monde de l'infiniment petit. C'est-à-dire que les atomes, les photons, les neutrons, les protons, les gravitons, les neutrinos, c'est la physique quantique qui en régit les lois. Moi, j'ai commencé ma pratique artistique quand j'étais au collège. Je devais être adolescent, jeune adolescent. Je faisais des collages sur mon agenda, ça me servait d'interface d'interaction en fait. J'étais un peu renfermé, timide, etc. Et le fait de faire des collages sur mon agenda, des découpages que j'assemblais, etc., ça me permettait d'avoir une interface d'interaction, de savoir comment les gens réagissaient avant même de me rencontrer moi, à travers mon agenda. Donc succès fou, on me faisait des dédicaces sur mon lit, j'avais l'impression d'être une rockstar à l'époque, etc. On me proposait des rendez-vous, des filles qui me proposaient des canons, quoi. Et rentrer à la maison, les parents tombent dessus, blablabla, c'est pas ce qu'on veut pour toi, on me dissuade de faire de l'art. Du coup j'ai arrêté, mais sans penser que ça allait avoir des conséquences. C'est-à-dire que l'école, tout d'un coup, ça m'a plus intéressé. De l'école qui ne m'intéresse plus, la société non plus, ça m'a plus intéressé. Et de là, j'ai eu des envies de voyager un peu partout, mais sans but, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique notamment. J'ai été m'installer à Londres pendant 2 ans. Ça a eu un effet. Je me suis dit, bon, finalement, j'arrive à m'intégrer socialement, j'arrive à me trouver du boulot, j'arrive à me trouver un logement, etc. Bon, on va rentrer à Paris, on va voir si on peut reproduire ça à Paris. Et donc au mon retour de Paris, ça n'a pas été du tout la même chose, le même retour. Et donc forcément, de là à ne rien faire, à vivoter à gauche à droite, forcément on est plus dans le terrain de l'illégalité que dans le terrain de la légalité. Donc forcément on en paie les conséquences, on est interpellé, on a affaire à la justice et donc du coup on passe quelques temps en détention, etc.
Donc il y a eu cette période de vide à partir du moment où j'ai cessé de faire de l'art et le moment où j'ai repris, qui ressemble un peu justement au vide que j'ai voulu représenter par ce tableau. J'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma vie telle que j'aurais dû la vivre si j'avais été artiste. Donc quand j'ai repris ma pratique artistique, dans un cadre un peu carcéral, etc., mais c'est par le biais de la détention que je suis revenu à la pratique artistique. Parce que par le biais d'une activité qui a été mise en place en détention, c'est là que j'ai renoué avec la pratique artistique, parce que je pense que je ne l'aurais jamais fait de mon propre chef. C'est par le biais de la détention que j'ai appris à parler plusieurs langues, parce qu'aujourd'hui je suis polyglotte, je parle 5 langues. C'est par le biais de la détention que j'ai rencontré le docteur Charlier, donc docteur Philippe Charlier, qui est directeur de la recherche au musée du Quai Branly, paléopathologiste, historien, archéologue, médecin légiste. Je l'ai rencontré dans le cadre pénitentiaire dans la mesure où il était médecin et c'est lui qui faisait les visites médicales. Donc un jour il est rentré dans ma cellule et il a vu qu'elle était toute trop décorée. Et c'est lui qui est le premier a mis des mots techniques sur mes œuvres. Il a commencé à parler d'iconoclasme, oui j'adore l'iconoclasme de ses œuvres, etc. Donc, je me suis dit mais c'est qui ce barge? Parce que moi je faisais ça pour passer le temps et je me suis dit ce mec, c'est quoi ce comédien et tout. Et c'est comme ça après que le lien il s'est fait, qu'on a gardé contact et qu'ensuite du coup quand je suis sorti, à chaque fois que j'évoluais artistiquement, je lui ai envoyé des mises à jour en gros et il me disait ah c'est super, ça ressemble à Michel Butor ou bien tiens ça me fait penser à Raoul Dufy. Il me fait découvrir des artistes, découvrir l'histoire de l'art et puis ensuite il m'a appelé un matin, j'ai allumé mon téléphone et sur la messagerie il y avait un message de Philippe Charlier qui me disait de préparer des œuvres pour faire une exposition au Quai Branly. Donc je suis parti directement au laboratoire pour faire imprimer mes photos. En plus, à l'époque, je travaillais sur des hypothèses de restitution de surface traumatique d'exoplanètes. Donc le colloque, il était sur les arts visuels et électroniques. Donc je suis parti au laboratoire, j'ai imprimé mes tableaux et j'ai foncé au musée du Quai Branly. Et là, ça a été l'entrée dans un monde nouveau, quoi. Mais donc du coup, j'ai pu me construire en partie en prison et repartir sur des bases artistiques que j'ai pas lâchées depuis. Les collages que j'avais fait en détention, ça remonte à 2016. On est en 2021, j'ai pas arrêté. J'ai commencé par le collage, ensuite j'ai fait de la gravure, je suis passé à l'art numérique et là je suis passé à la peinture. C'est que le début, quoi, parce que je propose la physique quantique comme nouveau courant artistique pour fermer la page de l'art contemporain. J'espère qu'on va faire beaucoup de belles recherches. Et c'était lui qui me donnait les cours à la santé, quand j'étais à la santé. Donc, si vous voulez, à 6 ans déjà, moi j'étais très admiratif de François Mitterrand, de sa culture, de son élocution. Donc j'essayais de parler comme lui, déjà à 6 ans. Ensuite, à 10-11 ans, je me levais à 5h du matin pour aller travailler au marché aux puces. Donc très tôt, très jeune, moi, j'avais déjà un cerveau d'adulte dans un corps d'enfant, quoi. C'est ce cerveau-là qui te pousse sûrement aussi à vivre des choses fortes, des émotions. Et donc parfois on passe de la légalité à la légalité quand on devient plus adulte. Parce qu'en fait c'est toujours ce besoin de sensations fortes peut-être. Il y a aussi la colère aussi, là, face aux inégalités. Mais c'est vrai que oui. Comme quand je suis allé en Martinique, en détention là-bas pendant 3 ans, que je suis tombé vraiment avec des narcotrafiquants sud-américains. J'étais figé, je me disais, mais moi, de mon petit quartier à Paris, je suis face à des narcotrafiquants dont j'ai entendu parler toute ma vie dans des documentaires, des types extrêmement dangereux, etc. Mais au final, je suis tombé sur des types, leurs problématiques c'est les mêmes, ils avaient des galères à avoir des mandats, et il fallait qu'ils joignent leur famille, etc. Et moi, je les aidais. Moi, je maîtrisais les langues, je parlais espagnol, je parlais anglais, je parlais français, je parlais créole. Donc forcément, ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse faire le lien avec d'autres détenus qui, eux, étaient autochtones et qui pouvaient leur trouver des téléphones portables pour pouvoir appeler leur famille, pour qu'ils puissent leur envoyer des mandats, des vêtements, des conneries comme ça. Au final, on reste des êtres humains, on a des êtres humains en face de nous. Tout le monde pareil, tout le monde respecte les mêmes règles et il n'y a personne qui est au-dessus des lois et voilà. Et ça c'est un message qui est fort et moi qui me parle, moi, que je reçois tout à fait. J'ai l'impression que tu as un sens de la justice très poussé. Moi j'ai vécu l'injustice concrètement quand j'étais jeune, j'ai vécu une agression raciste, il y avait des policiers que je suis allé voir parce que j'étais en 6e à l'époque. Ma prof principale, elle avait fait venir un commissaire de police dans notre classe pour nous expliquer, voilà, vous entrez dans le monde des adultes, on va vous dire c'est quoi la police, à quoi ça sert dans une société, etc. etc. Donc
moi, j'avais eu le réflexe, avec mon agenda, de prendre des notes de l'adresse du commissariat, le numéro de téléphone. Et ma prof, elle m'avait fait la réflexion, oui, c'était un bon réflexe. Quand ça m'est arrivé, cette histoire-là, parce que c'était mon voisin, c'était après le divorce de mes parents, donc forcément, il y avait l'absence du père qui a dû le conforter dans l'idée de venir m'agresser moi, parce que je sais pas, peut-être qu'il en voulait à mon père, etc., et qu'il pouvait pas s'en prendre à lui, qu'il s'en est pris à moi. Il m'a défoncé la gueule, pour dire clairement, à coups de poing, etc. Et donc du coup, il y avait une voiture de police qui était au feu rouge, qui était stationnée au feu rouge. Je suis allé les voir et leur dire oui, le monsieur, il me dit de rester dans ma négritude, parce que c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il m'a dit reste dans ta négritude, etc. Il me frappe et tout. Ils m'ont regardé, ils l'ont regardé, le feu il est passé au vert, ils sont partis. Donc moi je me retrouve comme un con comme ça au milieu de la circulation. Et après forcément ça c'est un événement qui a été ensuite complètement enfoui. Je m'en suis plus souvenu de ça jusqu'en 2016-2017. Après forcément on se refait le film. On refait une introspection rétrospective. Et c'est là qu'on ferme la parenthèse de cette période elliptique. Mais on remet toute une énergie dans l'art, on concentre toute notre énergie dans l'art. Je me mets à fond, déjà par le choix du thème, la physique quantique, et je me lance un gros défi. Est-ce qu'aujourd'hui, ta pratique artistique apaise ce trauma ? Absolument, parce que cette pratique artistique, elle me permet de me transcender. Si vous aviez vu le nombre de présentations que j'avais fait le jour du vernissage, la soif de connaissances qu'ont les gens en sciences, elle est immense, quoi. Et quand on est face à une situation comme celle-là, on n'a pas le droit de... On doit s'oublier, quoi. On doit s'oublier et on doit présenter nos connaissances, partager notre savoir et donner l'envie aux autres d'en savoir un peu plus. Parce que moi, à moi tout seul, j'y réfléchis dans mon coin, là, dans mon petit coin où je peins et tout. Mais s'il y avait 100 ou 1000 personnes qui y réfléchissaient, ce serait mieux. Moi, je pense que ce serait mieux. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la physique quantique, pour toi, c'est une façon peut-être presque un peu poétique ou élégante juste de tendre la main aux gens. Voilà, c'est la meilleure manière d'expliquer ça par métaphore, par symbole. Oui, c'est tendre la main aux gens à travers un savoir, leur octroyer une connaissance. Mais oui, démocratiser la physique quantique, c'est un but, c'est un objectif, parce que pour moi, c'est des technologies qui nous sont redistribuées par ruissellement. Je ne sais pas ce que j'ai moi avec les citations d'un certain président là, mais... Est-ce que l'enfantisant que tu étais, il aurait pu imaginer ce que tu es aujourd'hui ? Jamais. Jamais de la vie. J'aurais jamais imaginé quand j'avais 6 ans que j'allais exposer, que j'allais être interviewé. Et de penser pouvoir un jour, Inch'Allah, rejoindre les plus grands artistes dans les plus belles pages de l'histoire de l'art, c'est un but en soi. Et j'espère qu'avec la physique quantique, on va enfoncer cette porte-là et vraiment qu'il n'existe rien dans le futur. Ils se disent, tiens, un petit mec bizarre là qui s'intéressait à la physique quantique et qui faisait des tableaux avec. Qu'est-ce que c'était cette période ? En plus, on était en période du confinement, donc qu'est-ce qui a amené ces gens-là à chercher leur place dans le monde ? Parce que ça fait lien aussi, l'art et la recherche en physique quantique, parce que l'être humain, il a toujours cherché sa place dans l'univers. Que ce soit par l'art ou que ce soit par les sciences, les Mayas, les Incas, les Aztèques, les Égyptiens, etc. Artistiquement et scientifiquement, ils ont toujours cherché leur place dans l'univers. Donc, l'art, c'est ce qui fait le lien entre eux et nous, c'est ce qui coordonne l'humanité en quelque sorte. C'est sa manière de communiquer comme parler dans un micro. Devenez puissant dans vos domaines en termes de connaissances et ensuite redistribuez ces connaissances-là, partagez-les, devenez les ambassadeurs de votre connaissance, quoi. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous sur Podcastix ou sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez l'actualité du podcast sur nos comptes Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.